Bonjour à toutes et à tous. À la découverte des directions rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous vous présentons aujourd'hui la direction des bourses. La direction des bourses est installée ici en ville. Elle est subdivisée en deux grandes divisions. Il y a la division des bourses étrangères, donc qui s'occupe de tout ce qui est bourse de coopération, bourse socio-pédagogique. Et il y a ce que l'on appelle la division des bourses nationales, donc qui s'occupe de tout ce qui est allocation d'études au niveau national. Donc quand on dit allocation d'études, c'est les bourses d'excellence, les bourses entières, les demi-bourses. Il y a aussi ce que l'on appelle les bourses sociales. Il y a les subventions, les indemnités de responsabilité. La mission de la direction des bourses, c'est important d'y revenir parce que nous recevons beaucoup de courriers de la part de personnes externes ou d'institutions externes. Et ces courriers montrent que les gens ne connaissent pas bien notre mission. La direction des bourses n'a pas pour mission de payer des scolarités. Elle n'a pas pour mission de financer des études. Elle a pour mission de payer des allocations d'études. Et qui dit allocation d'études veut dire bourse d'études. Cette bourse peut être une bourse d'excellence. Cette bourse peut être une bourse entière. Cette bourse peut être une demi-bourse. Cette bourse peut être une bourse sociale. La bourse sociale, elle est différente de la bourse académique, car la bourse académique est donnée sous le critère du mérite. Par contre, la bourse sociale est donnée sous d'autres critères, par exemple, être de père orphelin ou mère, vivre avec des maladies chroniques, être en situation d'handicap ou être en situation de vulnérabilité. Dans le décret, donc, il est prévu d'attribuer 70% de bourse sur le critère académique et 30% sur le critère social. Au niveau des bourses étrangères, on a deux grandes catégories. Il y a ce que l'on appelle les bourses de coopération. Ce sont des bourses qui sont offertes par des pays amis. Actuellement, les bourses de coopération les plus dynamiques, c'est les bourses du Maroc, de la Chine, de la Russie, Tunisie. Ce sont les pays qui sont beaucoup plus dynamiques dans la coopération. Donc ces pays nous offrent des bourses, nous faisons un communiqué et les étudiants viennent déposer. Une sélection est faite. Quand vous êtes retenu, c'est la direction des bourses qui vous paye le billet d'avion, qui vous amène dans le pays tiers. Et quand vous terminez votre formation, c'est la direction des bourses également qui vous paye le billet retour. Quand vous bénéficiez d'une bourse de coopération, vous bénéficiez donc d'une bourse de l'État du Sénégal, mais aussi du pays ami qui vous accueille. Cela est différent de ce que l'on appelle les bourses d'excellence. À l'époque, après le bac, le Sénégal donnait des bourses d'excellence aux étudiants les plus méritants. C'est important de le dire ici parce qu'il y a beaucoup de confusion encore dans la tête des parents. Ils pensent que tel est encore le cas. Alors que depuis la création des CPGE, le Sénégal a pris pour option d'affecter ses meilleurs produits au niveau des CPGE, les cours préparatoires de Thiès. C'est après les 2 ans, quand ces étudiants sont admis aux grandes écoles de Paris ou ailleurs, c'est là où l'État maintenant leur donne une bourse d'excellence à l'étranger qui est de 650 € par mois. Donc la bourse d'excellence telle qu'elle fonctionnait avant, juste après le bac, ça n'existe plus. Parce que naturellement, lorsque vous organisez une bourse d'excellence juste après le bac, personne n'ira au CPGE. Les gens vont choisir de partir depuis la première année. Cette précision, elle est importante. Donc au niveau de l'étranger, en résumé, donc, on a les bourses de coopération, on a les bourses d'excellence qui sont destinées aux étudiants du CPGE, on a les allocations spéciales qui sont également, ils ont le même taux que les bourses d'excellence, 650 €, mais qui sont données aux personnes malvoyantes ou les personnes en situation d'handicap lourd. Et là, généralement, c'est le ministre qui peut les délivrer. Il y a également ce que l'on appelle les bourses socio-pédagogiques. Les bourses socio-pédagogiques, ce sont des personnes qui sont parties par leurs propres moyens
et qui, une fois à l'étranger, demandent à l'État du Sénégal de les appuyer. L'État n'est pas tenu de le faire, n'est pas totalement responsable, mais l'État dit, chaque année, je vais sortir une enveloppe de 1,5 milliard pour accompagner mes parents qui sont à l'étranger. C'est ce qu'on appelle les bourses sociopédagogiques. Donc, les bourses sociopédagogiques, il y a deux catégories. Il y a la bourse en tant que telle, mais il y a aussi l'aide. Les bourses nationales sont destinées aux étudiants sénégalais qui étudient dans nos universités et nos instituts. Les ISEP, nos universités classiques, les écoles et instituts qui sont rattachés à l'UCAD ou bien à d'autres universités. Ou bien des étudiants également qui sont inscrits dans le privé, qui sont également concernés par ces bourses nationales. Au niveau des bourses nationales, comme je l'ai dit, il y a ce que l'on appelle des bourses qui sont données sous critères académiques et qui généralement peuvent être les bourses d'excellence, les bourses entières, les demi-bourses. Il y a des bourses qui sont données sous critères sociaux. Donc la bourse sociale est une demi-bourse qu'on attribue à des personnes sur la base d'un critère social. Il y a aussi ce que l'on appelle l'aide publique. L'aide publique, c'est une aide de 100 000 francs que l'État du Sénégal donne aux étudiants sénégalais. À titre indicatif, l'année dernière, je pense qu'on était à 78 000 bacheliers. Sur les 78 000 cette année, on a attribué 18 000 places sur les critères académiques aux étudiants de première année. Si vous remarquez, donc, il reste 60 000 personnes. Ces 60 000 personnes vont aller compétir pour 5 334 bourses sociales. Donc, vous vous rendez compte, sur 60 000 personnes, si vous sortez 5 300 personnes, il y a au moins 53 000 personnes qui n'ont ni bourse académique, ni bourse sociale. Sur ces 53 000 personnes, nous avons attribué 20 000 personnes pour les aides publiques, ce qui fait un montant de 2 milliards. Ça veut dire toujours que vous avez à peu près 33 000 personnes qui n'ont ni bourse, qui n'ont ni demi-bourse, qui n'ont même pas une aide. Par contre, maintenant, si vous revenez sur le chiffre global des étudiants, vous vous rendez compte que le Sénégal fait beaucoup d'efforts. Parce que l'année dernière, sur nos boursiers, 77% de l'effectif des étudiants sénégalais inscrits dans le public étaient boursiers. Donc ça veut dire, si vous prenez sur 10 étudiants, au moins les 8 sont boursiers. Donc le nombre de non-boursiers est plus élevé en première année. Mais généralement, quand ils passent en deuxième année, ils intègrent le système. C'est ce que nous appelons ceux qui bénéficient des passages définitifs ou des passages conditionnels qu'on appelle les enjambistes. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait un diagnostic du secteur des bourses et des universités. Le constat est sans appel. La dotation initiale budgétaire pour les bourses, elle est de 70 milliards. Et l'année dernière, en fin d'exercice, on s'est retrouvé à payer 105 milliards. Donc nous avons fait un dépassement budgétaire de 35 milliards. Après diagnostic, ce qui est à l'origine de ces dépassements, c'est juste des dysfonctionnements dans l'organisation de nos modes de paiement. On a identifié 3 grands dysfonctionnements. Le premier dysfonctionnement, c'est le fait d'attribuer une dérogation systématique à des personnes qui ne sont pas inscrites sur l'année académique. Parce que ces personnes ne devraient pas y être incluses. Quand on dit dérogation systématique, c'est lorsque la personne a terminé théoriquement de consommer sa bourse pendant les 3 ans en licence, mais puisqu'elle n'a pas encore fini ses cours, la personne demande à être accompagnée. Le problème, c'est que quand vous l'accompagnez, vous ne pouvez pas le justifier parce que la personne n'est pas inscrite. Ça, c'est le premier dysfonctionnement. Le deuxième dysfonctionnement, c'est qu'on a noté qu'il y a eu un écart entre le texte et le décret et certaines pratiques. Par exemple, sur la question des étudiants de première année qui n'étaient pas boursiers et qui doivent être boursiers en deuxième année. Ça, le texte ne l'avait pas prévu. Maintenant, alors que dans la pratique,
ces étudiants, quand ils passaient, par exemple, les 50 000 qui sont en première année qui n'ont pas de bourse, s'il y a 40 000 qui passent en deuxième année et qui ont même un passage conditionnel, on leur donne automatiquement une bourse entière. On a dit que cette pratique est en déphasage avec les textes. Ça, c'est le deuxième grand dysfonctionnement. Le troisième grand dysfonctionnement est lié à ce que nous appelons les paiements rétroactifs. Le paiement rétroactif, c'est ce que vous appelez rappel. Le paiement rétroactif est un dysfonctionnement qui s'explique par le fait que, au départ, la direction des bourses, tous les étudiants arrivés au mois d'octobre et terminés en juillet. Mais il s'est trouvé qu'avec le chevauchement des années académiques dans nos universités, les étudiants ne s'inscrivent pas à la même période. Il y en a qui s'inscrivent en octobre, donc au début de notre année de paiement. Il y en a qui viennent en janvier, février, mars, jusqu'en septembre. Vous avez toujours 10 000, 15 000 personnes qui s'inscrivent par mois. Donc le constat est sans appel. Est-ce que la direction des bourses doit garder un calendrier unique de paiement octobre-septembre pour des étudiants qui ont des calendriers d'inscription différents? C'est là où on s'est dit, désormais, puisqu'on paye l'étudiant qui est inscrit, pourquoi payer un étudiant qui s'est inscrit au mois de mai? Rétroagir avec lui payer depuis octobre jusqu'en avril, pour des mois où il n'était pas étudiant parce qu'il n'est pas inscrit. Donc ça, c'est le troisième dysfonctionnement qu'on appelle le paiement rétroactif. Et ce paiement rétroactif explique les dépassements que nous avons budgétaires. Parce que vous mobilisez beaucoup de ressources. Le paiement rétroactif, quand on l'a calculé sur 24-25, nous coûtait à peu près 41 milliards de paiements rétroactifs. Donc le fait de repartir, payer et revenir. Donc on s'est dit désormais, les étudiants qui ont le même mois d'inscription auront le même calendrier d'inscription. Donc 3 dysfonctionnements, nous sommes allés sur 3 grandes décisions. La première décision pour le premier dysfonctionnement, qui est lié aux dérogations systématiques, on a dit désormais, on ne paye que l'étudiant qui est inscrit. Si l'étudiant n'est pas inscrit, il n'est pas payé. Et aucun étudiant ne peut bénéficier d'une dérogation. Ça veut dire le système de l'accompagnement, on l'arrête parce que ce sont des bourses fictives. Deuxième grande décision, c'est de dire le deuxième dysfonctionnement qui est lié au fait de prendre en charge les étudiants qui quittent la L1 pour aller en L2. On a dit dans le nouveau décret, on va modifier le texte de telle sorte qu'on ne va pas les sortir, on les garde, mais celui qui a un passage définitif ne peut pas être traité de la même manière que celui qui a un passage conditionnel. Le passage définitif aura la bourse entière, le passage conditionnel aura la demi-bourse. Troisième dysfonctionnement, quelle décision nous avons pris contre ce dysfonctionnement? Moi, le paiement rétroactif, celui qui donne naissance au rappel. Nous avons dit désormais, nous payons l'étudiant qui est inscrit, donc, mais nous le payons à partir de la date où il est inscrit. Donc ceux qui sont inscrits en janvier seront payés de janvier à décembre, ils auront 12 mois, comme ceux qui sont inscrits en octobre seront payés d'octobre à septembre. Voilà. Et cela ne veut pas dire que l'étudiant perd les mois antérieurs parce que de toute façon, il aura 12 mois. Ces 3 grandes décisions, pourquoi ces décisions ont été prises? C'est pour lever les dysfonctionnements. Mais l'objectif visé de départ, c'était de quoi? D'éponger la dette que nous avons à la banque, qui est de 30 milliards avec Ecobank, de libérer la ligne de financement bancaire qui va retrouver sa vocation d'instrument de souplesse et de trésorerie ponctuelle, de réduire notre dépendance vis-à-vis du Trésor pour des interventions répétitives au cours de l'année, de régler définitivement la question des retards de paiement de bourse, puisque lorsque la ligne de financement est disponible, vous avez de l'argent permanent à la banque, ce qui vous permet de payer même à partir du premier du mois. Si vous constatez, depuis un bon moment, nous payons à partir du premier du mois. De stabiliser l'enveloppe des bourses nationales autour de 70 milliards sur les 10 années à venir. Et aujourd'hui, quand nous regardons le chemin que nous avons fait,
ces objectifs, nous sommes en train de les atteindre. Parce qu'actuellement, la dette a été réduite de moitié. Donc au jour où je vous parle, nous avons remboursé 15 milliards, il nous reste 15 milliards sur la dette. Je pense que d'ici décembre, on doit pouvoir atteindre cet objectif. Aujourd'hui, nous avons libéré la ligne de financement bancaire, ce qui fait qu'à la fin du mois, nous ne sommes pas obligés d'attendre que le Trésor fasse un versement pour organiser un paiement. À partir du 1er du mois, nous pouvons donner ordre à la banque de payer et ensuite nous opérons les remboursements sur 90 jours. Aujourd'hui, nous avons réglé définitivement donc la question des retards de paiement des bourses. Aujourd'hui, nous payons à temps et cette année, si nous regardons nos chiffres actuellement, l'année dernière, à cette même période, l'année dernière d'octobre au mois de mai, nous étions à 49 milliards de paiements. Cette année, d'octobre au mois de mai, nous sommes à 36 milliards de paiements, soit une baisse de 11 milliards. Donc si on continue avec nos prévisions sur le second semestre, l'année dernière, entre le mois de mai et septembre, qui sont les pics les plus importants, de juin et septembre, qui sont les pics les plus importants de nos paiements, en juin, on était autour de 9 milliards 233. En juillet-août, on était autour de 16 milliards 500. En septembre, on était autour de 12 milliards. Pour cette année, quand on regarde nos paiements, en juin, on était à 6 milliards 900, soit une baisse à peu près de 3 milliards. En juillet-août, on était à 10 milliards. L'année dernière, on était à 16 milliards 500. Cette année, on sera à 10 milliards 20 millions. Et en septembre, où on était à 12 milliards, cette année, on sera à peu près à 5 milliards. Donc, si vous remarquez, entre juin et septembre, où on observe des pics de paiement importants, ce qui généralement renforce la dette. Et quand la ligne de la dette atteint son sommet, donc 30 milliards, vous ne pouvez plus opérer un paiement par anticipation, ce qui crée les retards de paiement. Alors que cette année, quand on regarde, donc entre juin et septembre l'année dernière, on était à 40 milliards de paiements. Cette année, entre juin et septembre, on sera à 22 milliards de paiements. Donc, ce qui permet d'ici septembre peut-être de baisser encore la ligne de la dette jusqu'à à peu près 10 milliards ou 8 milliards. Aujourd'hui, toute la stabilité que nous avons dans le secteur, tous les problèmes qu'on a constatés que ces problèmes ont diminué sont dus aux décisions qui ont été prises. Le constat qui a été fait aussi en venant, c'est que nous avons constaté que la direction des bourses était centralisée à Dakar. Et que aujourd'hui, le constat est que nos universités sont éparpillées quasiment dans 9 régions sur le territoire national. En interne, on a essayé de trouver des solutions en créant le centre d'appel pour que les étudiants puissent appeler. Mais vous convenez avec moi que les étudiants ne peuvent pas disposer de toutes les informations nécessaires. Les étudiants de Saint-Louis ou d'ailleurs, s'ils ont des problèmes, ils sont obligés de venir jusqu'à Dakar. Ce qui renforce le sentiment de frustration, qui renforce les réclamations ne sont pas gérées et traitées à temps, et ce qui crée un écart de perception entre nous, ce que nous pensons voir les choses, et ce que les étudiants, la manière dont les étudiants analysent l'information. Et on dit qu'un esprit mal informé ne peut pas s'empêcher de mal raisonner. Et c'est ça qui est à la base de toutes les tensions et des conflits qu'on a avec les étudiants. Donc on s'est dit, pour réduire les conflits avec les étudiants, il va falloir être présent dans les universités. Et d'ailleurs, les indicateurs que nous avons pour dire que ça c'est une bonne décision, c'est l'antenne de l'université de Ziguinchor, qui existe depuis bientôt 7 ans. L'université de Ziguinchor, si vous constatez, ils ne sortent jamais en grève pour des raisons de bourse, parce qu'ils ont une antenne. Quand ils ont des problèmes, ils vont au niveau de l'antenne remonte l'information et fait le traitement. Et on s'est rendu compte
que les universités où il n'y avait pas d'antenne, ce sont les universités où la tension sur les questions des bourses était beaucoup plus forte. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait rapidement installer ces antennes. Aujourd'hui, IAM a une antenne, UGB a une antenne, Thiès a une antenne, aujourd'hui Kaolack, Sine Saloum a une antenne, Ziguinchor a une antenne, il nous reste Bambey et Dakar. Dakar, la convention est déjà signée, mais on a un problème de local. Où est-ce qu'il faut mettre l'antenne? Et profiter aussi de dire aux étudiants que les antennes, c'est des bureaux d'information et de gestion des réclamations. Les antennes ne gardent pas de l'argent, les antennes ne payent pas un étudiant. Donc, il ne faut pas que demain, s'il y a une petite frustration, on va brûler les antennes, on va attaquer les agents qui sont dans les antennes. Ça n'a pas de sens. Ces agents sont là pour les aider, pour les écouter et remonter l'information. Pour moi, aujourd'hui, les perspectives sont de deux ordres. Il y a une perspective à court terme, c'est la stabilisation du mode de paiement et des finances. Je dis perspective à court terme parce que d'ici décembre, normalement, si on ne revient pas sur certaines décisions, si on laisse le système tel qu'il est, si on observe une certaine stabilité dans notre direction, d'ici décembre, pour les questions d'assainissement financier, ça veut dire payer la dette, libérer la ligne bancaire, réorganiser davantage le système de paiement. D'ici décembre, ces objectifs seront atteints. Maintenant, dans le long terme, le plus difficile pour moi en termes de perspective, c'est de maintenir la paix sociale dans nos universités. Et pour maintenir cette paix sociale dans les universités, il nous faut impérativement réussir un certain nombre de choses. Ça veut dire payer à temps, continuer à installer les antennes, mettre en place les moyens, travailler sur des stratégies de prévention en discutant régulièrement les amicales et les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, si le volet financier est réglé, et avec toutes ces décisions qu'on a eu à prendre, je ne vois pas quel motif pourrait pousser un étudiant à sortir dans la rue pour faire la grève, à moins qu'il sorte pour nous demander une faveur. Mais il n'y en a pas. Mais ce qui permet de maintenir cette situation sur le long terme, c'est de rester cohérent sur les décisions qu'on a eu à prendre jusque-là. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour la paix sociale dans nos universités. Donc, je terminerai par dire que la perspective à long terme et le grand défi, c'est de maintenir la paix et la stabilité dans nos universités d'ici 2030. Et ce défi-là, ce qui permet de le réaliser, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est un leadership fort. C'est arriver à regrouper les étudiants autour d'un minimum de consensus sincère. Parce qu'on ne peut pas avoir un consensus fort. Parce qu'un consensus fort, ça n'existe pas. Mais on peut aller vers un minimum de consensus sincère. Ça veut dire qu'on chemine avec eux sur des choses sur lesquelles on ne peut pas ne pas s'entendre. C'est ça le plus important. Nous, dans notre principe de négociation, c'est de dire, je sais que si il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, si on veut s'asseoir pour en parler, on ne pourra pas s'asseoir. Donc la technique aujourd'hui, c'est de dire aux étudiants, au moins, on va décider de discuter sur les choses sur lesquelles on ne peut pas ne pas s'entendre. Et en cheminant, on va se faire confiance respectivement et avec le temps, nos dissensions vont disparaître. Aujourd'hui, le véritable défi de cette direction, en dehors du défi financier, où les objectifs financiers normalement peuvent être atteints d'ici décembre, c'est de maintenir la paix et la stabilité dans les universités et je pense qu'on peut y arriver.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une autre présentation d'une direction du Mesri.